et puis il va ressortir et il va à nouveau se multiplier et aller infecter d'autres cellules à partir du moment où elles ont le récepteur pour l'accueillir. Alors, trouver un vaccin vis-à-vis de ce virus, en moyenne, un vaccin, on met entre 10 et 15 ans. Et c'est dire ici la rapidité avec laquelle ça a été, sans pour autant que les étapes aient été bâclées. Et surtout, elles ont toutes été faites successivement, même si certaines d'entre elles se sont chevauchées. Alors, d'abord, il faut la preuve du concept. Vous allez voir, c'est très vite, on y est arrivé. Ensuite, le développement pharmaceutique, puis le développement préclinique. Il faut regarder ce que ça fait chez l'animal. Et ensuite, il faut le développement clinique. Et je vous rappelle les dates. Le début de la pandémie, c'est le 31 décembre 2019. Le 9 janvier, c'est-à-dire 10 jours plus tard, le virus est découvert. Encore 10 jours plus tard, il y a une séquence complète du génome du coronavirus qui est transmise au monde entier par les autorités chinoises. Et 2 mois plus tard, on commence le premier essai vaccinal. Quand on parle de vaccin, on peut produire un vaccin à partir de diverses techniques. Ce qui est très bien connu, c'est le vaccin vivant atténué, c'est par exemple la vaccination contre la rougeole. C'est le vaccin tué ou inactivé, mais qui est, si vous voulez, un concentré de très nombreuses protéines. C'est par exemple le vaccin contre l'hépatite A. Et puis, c'est plus élégant, ce qu'on sait déjà faire, c'est à partir d'une protéine sous-unitaire, on peut faire un vaccin si on a trouvé l'antigène. C'est par exemple le vaccin contre l'hépatite B. Et on sait aussi faire ce qu'on appelle des pseudo-particules virales. Et ça, c'est en fait uniquement des antigènes. Il n'y a aucun matériel génique dedans. Et ça, c'est fait pour le vaccin papillomavirus. Et puis, et on va parler quasi exclusivement de ça, puisqu'à l'heure actuelle, il y a de nouvelles techniques qui sont apparues. Premièrement, les vaccins nucléiques. D'une part, DNA, vaccin désoxyribonucléique, et RNA messager, acide ribonucléique, et puis les vaccins vectorisés. Alors, d'une part, les vaccins vectorisés par des virus. Alors ça, ce n'est pas nouveau. C'est utilisé depuis les années, vous voyez, 1980. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le virus, plus exactement l'ADN ou l'ARN non pathogène pour l'homme, mais on va insérer les gènes d'intérêt dans le génome du virus. Et puis, on va faire travailler les cellules, comme je vous ai montré sur l'infection tout à l'heure, de façon à ce qu'il exprime la protéine, c'est-à-dire l'antigène, qui va susciter la fabrication d'anticorps. Alors, ces vecteurs viraux, il y en a deux grands types, réplicatifs, c'est-à-dire le virus se multiplie, et non réplicatif, le virus est incapable de se multiplier. Alors, réplicatif, il y a un exemple qui est un vaccin Ebola, hein, qui est ici, c'est dans un virus de la stomatite vésiculeuse ou de la fièvre afteuse et qui a donné lieu à un vaccin efficace contre Ebola. Et puis, il y a des vaccins chimères, mais je vais passer là-dessus. Et puis, des virus non réplicatifs, et ils nous intéressent particulièrement parce que c'est des adénovirus, en particulier, soit humains, et on a un vaccin qui est dérivé de ça, qui est l'adénovirus de Janssen, et puis soit non humain. En fait, en l'occurrence, il s'appelle CH parce que c'est un adénovirus du chimpanzé qui est incapable d'infecter l'homme et qui est le vaccin AstraZeneca. Alors, pour les acides nucléiques, je vous ai dit, la différence, c'est les vaccins ADN. On ne va pas en parler parce que
les vaccins ADN, il n'y en a pas dans l'immédiat. Il y en a à l'étude, mais il n'y en a pas dans l'immédiat qui soit opérationnel. Et puis les vaccins ARN messagers, dont il existe déjà 2 exemples. Alors, je vais simplement insister sur une chose majeure, c'est que les vaccins ADN s'intègrent, doivent pénétrer dans une cellule, donc franchir la membrane cellulaire et franchir la membrane nucléaire et s'intégrer au noyau de la cellule. Alors que les vaccins ARN messagers restent dans le cytoplasme mais ne vont pas dans le noyau. Donc, il n'y a jamais d'intégration du génome à l'intérieur du noyau. Et puis, une fois que ce virus est dans la cellule, eh bien, il va être présenté au système immunitaire. Je vais revenir là-dessus. Voilà, en gros, ce que c'est qu'un vaccin ARN messager. Vous avez un petit ruban ici. Qu'est-ce que c'est? C'est une succession d'acides aminés, hein, qui va vous décrire, en gros, il faut la faire lire à l'intérieur de la cellule. Ça se lit dans les ribosomes, hein, ça c'est l'ARN ribosomal. Et donc, l'ARN que vous avez mis ici, que vous faites pénétrer dans la cellule, vous allez le faire lire et le faire traduire dans la cellule, dans la protéine que vous voulez. Alors, cet ARN messager-là, c'est quelque chose qui est assez instable. Et pour le stabiliser, on est obligé de l'inclure dans des nanoparticules lipidiques qui vont le stabiliser et surtout qui vont pouvoir fusionner dans la cellule et délivrer cet ARN. Et ces nanoparticules lipidiques, pour être stabilisées et conservées, doivent être conservées à très basse température, en tout cas pour les premières d'entre elles. Alors, une fois que l'antigène du vaccin, une fois que la nanoparticule ici est délivrée à l'intérieur de la cellule, vous voyez, c'est exactement la même chose que je vous ai dit, mais elle va aboutir à la synthèse d'une protéine d'intérêt. Et la protéine d'intérêt qui nous intéresse ici, c'est la protéine S. Et on va aller l'apporter, enfin c'est la machinerie cellulaire qui l'apporte à la surface de la membrane des cellules, et là, elle va être reconnue par le système immunitaire. Alors, je ne sais pas qui a fait du gribouillage là déjà sur les diapos, mais ça, c'est totalement indépendant de ma volonté et je ne peux pas les enlever. Alors, une fois qu'il est à la surface des cellules, eh bien, il est reconnu comme un antigène étranger. C'est un matériel étranger, comme quand vous êtes infecté, comme quand vous introduisez n'importe quelle protéine étrangère à l'intérieur des cellules, eh bien, vous déclenchez le système immunitaire. Et le système immunitaire, d'abord, c'est le système immunitaire qu'on appelle inné, parce que les cellules possèdent des récepteurs, qu'on appelle ici les PRR, et peuvent reconnaître un certain nombre de molécules qui appartiennent soit au virus, soit à une bactérie, soit à un antigène d'un vaccin. Et dès cette étape, le système immunitaire inné peut sécréter un certain nombre d'éléments qui sont actifs contre les virus, par exemple, comme l'interféron. Et l'interféron, c'est très actif, par exemple, contre le virus de la grippe. Alors, le système immunitaire, dans son ensemble, est plus complexe. Il comporte le système immunitaire inné dont je viens de vous parler, qui comporte des cellules comme les macrophages, les neutrophiles et surtout les cellules dendritiques, ou qu'on appelle aussi les cellules présentatrices d'antigènes, qui ont un premier rôle, comme je vous ai dit, de limiter dans une infection, dans un premier temps, l'agent pathogène, mais deuxième rôle fondamental, c'est d'aller déclencher la stimulation du système dit adaptatif, donc l'immunité spécifique. C'est-à-dire que ces cellules-là vont aller présenter l'antigène
aux cellules B. Alors, les cellules B, elles viennent de la moelle osseuse, et aux cellules T qui ont voyagé dans le thymus, c'est des spécificités. Cette cellule B naïve va être activée et va se transformer en plasmocyte sécréteur d'anticorps, dont il existe aussi des plasmocytes de longue durée, donc qui vont rester pendant des années pour être susceptibles de sécréter des anticorps. Et puis les cellules T, il y en a deux grandes catégories, celles qu'on appelle des CD4 et en particulier celles-ci qu'on appelle des CD4 helpers. Pourquoi? Parce qu'elles vont aller aider les cellules B naïves à produire des anticorps. Et puis, vous avez les cellules T CD8 naïves. Ces cellules-là aussi sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont susceptibles de détruire les cellules infectées par l'agent pathogène. Et à la fois pour les CD4 et pour les CD8, non seulement vous déclenchez des cellules qui vont aider à la formation d'anticorps ou être effectrices, mais vous déclenchez aussi des cellules mémoire qui, eux, vont rester. Et si ils rencontrent à nouveau l'antigène ou l'agent pathogène, vont déclencher beaucoup plus rapidement la réponse immunitaire. Je vous donne ici, pour schématiser, la cellule dendritique, elle digère l'antigène, par exemple la protéine S, puisque c'est d'elle dont il va s'agir, et elle va la présenter aux cellules CD4 helper, et les CD4 helper, c'est-à-dire donc les T helper, vont être ici stimulés, les cellules B, pardon, les lymphocytes B qui, eux, vont cracher des anticorps spécifiques de l'antigène et ainsi aller les bloquer. Quand on regarde la chronologie de la maladie, avant les symptômes, c'est le rouge, et puis, pardon, ici, c'est dans les voies respiratoires supérieures, c'est le virus. Ici, c'est dans les voies respiratoires inférieures, il y a un petit décalage, mais vous voyez que très, très vite, en fait, il y a des cellules T qui apparaissent, et puis avec un tout petit décalage, il y a les anticorps qui apparaissent. Et ensuite, on va garder une mémoire immunitaire grâce aux cellules que j'ai mentionnées tout à l'heure. Alors, le rôle des lymphocytes B, c'est de produire les anticorps et en général, la séroconversion, c'est-à-dire la production d'anticorps, elle a lieu en moyenne 10-15 jours, enfin plutôt en moyenne 13 jours après le tout début des symptômes. Hein, et vous voyez que, en gros, à 19 jours, 100% des patients ont des anticorps de type IgG. Et le taux d'anticorps augmente pendant les 3 premières semaines. Alors pourquoi on a tout ça? C'est parce que, tout simplement, il faut que la machinerie se mette en route. Tout le système que je vous ai décrit, il lui faut un petit peu de temps. Et puis la réponse lymphocytaire T, on a vu, je rappelle, les cellules auxiliaires CD4+, qui sont des helpers qui aident les cellules B à produire les anticorps, et les lymphocytes T cytotoxiques. Il y a d'autres populations cellulaires qui peuvent intervenir. Et globalement, si on regarde maintenant l'immunologie et la chronologie de l'installation de cette immunologie, vous voyez que rapidement, les cellules CD4, puis les cellules CD8 vont être produites, et qu'en même temps, bien entendu, avec un tout petit décalage, les anticorps, d'abord c'est des IgR et des IgM, et puis ensuite surtout des IgG ici, et ensuite, ce qu'on ne sait pas dans l'immédiat, c'est combien dure. Ici, on est à peu près quand même sûr qu'avec la maladie, il dure au moins 6 mois. Bon. Et puis après, ça aussi, il faut bien comprendre que, vous voyez, quand vous avez stimulé avec un vaccin, vous avez déclenché tout ça, vous allez passer par un pic
Ici, il est donné à 7 semaines, c'est-à-dire avant 2 mois. Et puis après, vous allez baisser le taux des anticorps. Et ça, c'est complètement normal parce qu'il n'y a plus de stimulation de votre système. Par contre, si vous avez créé la population de cellules mémoire et vous redonnez l'antigène ou un rappel vaccinal, et bien à ce moment-là, beaucoup plus vite, il y a une petite erreur là-dessus, c'est que en fait, vous produisez des taux d'anticorps beaucoup plus élevés et beaucoup plus vite que lors de la première. Alors, si je reprends les étapes tout à fait indispensables pour aller fabriquer un vaccin, il faut des essais précliniques. euh, alors, aller travailler chez les animaux, chez les rongeurs, mais les rongeurs, en ce qui concerne le Covid, ce n'est pas un bon modèle. Par contre, le singe et les primates non humains, c'est un bon modèle et il a fallu étudier rapidement des choses chez les singes. Et puis, ensuite, on passe aux essais cliniques, c'est-à-dire qui intéressent l'homme, et on doit obligatoirement passer par les 4 phases. La phase 1 intéresse quelques dizaines de volontaires et vous allez juger de l'immunogénicité, c'est-à-dire la capacité à fabriquer des anticorps. Et si vous avez, dès cette phase-là, des effets secondaires très fréquents, vous allez le voir, vous allez trouver à cette phase la meilleure dose du vaccin que vous expérimentez. À la phase 2, on passe de quelques dizaines à plusieurs centaines ou milliers de volontaires dans, dans des centres différents et vous allez pouvoir détailler la réponse immunitaire, préciser votre schéma d'administration, est-ce qu'il vous faut une dose, 2 doses, et identifier des effets secondaires fréquents. Puis vient la phase 3, qui est la plus importante, indispensable, où là, c'est plusieurs dizaines ou centaines de milliers de volontaires. Et cette phase est destinée à savoir si le vaccin protège de la maladie, ce qui n'est pas la même chose que de savoir fabriquer des anticorps. On reviendra là-dessus tout à l'heure, la distinction est fondamentale. Et en plus, on va regarder dans quelle classe d'âge ou groupe de population le vaccin est efficace ou non. Et puis là, vous allez commencer à détecter les effets secondaires plus rares, mais parce que si vous avez des dizaines ou des centaines de milliers de volontaires, c'est logique. Et enfin, survient la phase 4, qui est la phase dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle pour les 4 vaccins que nous avons le droit d'utiliser en France, parce que là, vous avez plusieurs millions de personnes vaccinées et vous allez pouvoir en plus faire des études sur le terrain. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des essais cliniques. Et là, on passe aux effets terrain. Et alors, c'est là où on peut découvrir des effets indésirables qui n'étaient pas apparus dans les essais cliniques et qui peuvent apparaître après, quand on passe à l'échelle de millions. C'est rare, mais ça peut être grave, donc il faut les détecter. Et ces phases, c'est donc des phases post-commercialisation qui sont tout à fait indispensables. Une fois qu'on a passé ces phases, pour pouvoir être mis sur le marché, il faut qu'il y ait une autorisation de mise sur le marché. Et ça, à l'heure actuelle, c'est délivré en Europe par l'Agence européenne du médicament. Et il faut qu'il y ait donc une homologation par les autorités de régulation responsables de la sécurité des produits. Ça, c'est absolument fondamental. Et il n'est pas possible d'utiliser un vaccin dans l'Union européenne s'il n'a pas été homologué et validé par l'Agence européenne du médicament. Alors, c'est l'EMA en Europe, mais c'est la FDA ou Food and Drug Administration aux États-Unis. Le fabricant doit par ailleurs montrer qu'il est capable de produire le vaccin en toute sécurité et à grande échelle. Et avant qu'un lot de vaccins soit mis sur le marché, le fabricant doit le soumettre à l'autorité de régulation qui contrôle sa qualité, sa sécurité et son action sur le système immunitaire. Qui décide si un vaccin est recommandé, à qui et comment? Eh bien là, ce sont les autorités de santé. En France, c'est la commission technique des vaccinations qui est un sous-groupe de la haute autorité de santé. Et puis en dernier recours, c'est le directeur général de la santé et le ministre de la Santé qui
qui a toujours le dernier avis. Évidemment, les recommandations, quand elles existent, faut être fonction du rapport bénéfice-risque. Mais le rapport bénéfice-risque, il faut toujours aussi penser qu'il peut être individuel, mais il peut être aussi collectif. Alors, s'il y a plusieurs vaccins, et évidemment, c'est le cas déjà, et ça va être le cas en plus, enfin, qui va devenir de plus important dans l'avenir, faut-il choisir du ou des vaccins en fonction de la population à vacciner, par exemple, en fonction des effets secondaires éventuels. Il va préciser à qui il faut faire le vaccin, à quel âge. S'il y a des facteurs de risque, vous allez voir que ça, c'est facile sur le terrain, ça va assez vite une fois qu'on a enclenché ce phénomène. Et puis comment, combien de doses, à quelle fréquence, c'est-à-dire je sépare de 21 jours, 28 jours, 3 mois, etc. Alors, je reviens au coronavirus. Les particularités qui nous intéressent ici, c'est ces virus infectent les muqueuses du nez et de la gorge, où elles vont stimuler les défenses immunitaires innées, et les 4 souches qui circulent tous les hivers, qui sont responsables de rhume, s'arrêtent là. Elles ne se multiplient pas ailleurs. La particularité de ces 3 autres, et surtout du SARS-CoV-2, c'est de pouvoir diffuser dans d'autres organes et de se multiplier à partir du moment où il rencontre des récepteurs dans les poumons. Alors, il y en a dans le sang, il y en a dans le rein, il y en a dans les vaisseaux sanguins, dont ceux du cerveau. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir une maladie qui va, aucun signe, le simple rhume, un syndrome grippal ou une forme grave. Hein. Tout ça, une maladie infectieuse, c'est toujours le résultat d'un agent pathogène, ici le coronavirus, d'un hôte, c'est-à-dire c'est l'homme, et d'une interaction entre l'hôte et le pathogène. Alors, on veut, quand on fait un vaccin, on veut qu'il soit capable d'induire et de maintenir, si possible, des réponses immunitaires. Au niveau des muqueuses, ça c'est formidable, mais pour ça, il faut avoir un vaccin, la plupart du temps, un vaccin à virus vivant. Ça existe, par exemple, le vaccin vivant par voie nasale. Ce n'est pas la peine d'en faire une injection parce que dès la muqueuse nasale, il crée les anticorps et il stimule le système immunitaire. Ce n'est pas ce que va faire les vaccins qu'on a à notre disposition pour le Covid à l'heure actuelle. Alors après le vaccin, comme je vous ai dit, il est capable de protéger vis-à-vis d'une infection, vis-à-vis d'une maladie, vis-à-vis d'une maladie grave et vis-à-vis d'un décès. Et là, il faudra évidemment pour chacun des vaccins regarder ça à l'étude. Alors, choix des antigènes, ça c'est simple. Je ne vous ai parlé que de cette protéine, mais on peut envisager, il y en a qui sont envisagés à l'étude, d'autres antigènes. Donc, il induit des lymphocytes B producteurs d'anticorps. Et ce qui nous intéresse, c'est les anticorps neutralisants, parce que dès la période préclinique, on a pu voir qu'il y avait une corrélation entre les anticorps neutralisants et la protection vis-à-vis de la maladie. Donc, c'est les anticorps neutralisants qui nous intéressent. Et il induit aussi des lymphocytes T, on a vu, je les répète, soit les CD4, hein, qui sont capables d'aider les lymphocytes B à produire des anticorps, soit de détruire des cellules infectées, TCD8. Mais je rappelle ici que quand on étudie l'immunité, on étudie à la fois les anticorps et l'immunité cellulaire. Alors, autant les anticorps, tout le monde sait, autant l'immunité cellulaire, c'est beaucoup plus difficile à évaluer, mais sachez qu'elle existe et qu'elle est très importante. Enfin, il faut voir, une fois qu'on a fait tout ça, dans la vie, malheureusement, le système immunitaire, ce n'est pas quelque chose avec lequel on est, il est formidable et il s'arrête quand on meurt. Il faut qu'il mature pendant les 2 premières années, et c'est une des raisons pour lesquelles les nourrissons ne peuvent pas faire des anticorps comme les enfants plus grands et les adolescents. Et donc, il faut les stimuler davantage. C'est pour ça que vous avez plusieurs injections quand vous vaccinez des petits. Et puis ensuite, il y a eu une période pendant laquelle les vaccins
où le système immunitaire marche très bien. C'est les adolescents, les adultes jeunes. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle l'immunosénescence, c'est-à-dire en général à partir de 50 ans, eh bien, et surtout à partir de 65 ans, pour avoir les mêmes fonctions immunitaires, il faut le stimuler davantage. Enfin, il faut définir les populations à vacciner en priorité, surtout que lorsque nous sommes, ce qui est notre cas, limités dans les vaccins qui sont à notre disposition. Quels ont été les objectifs de la vaccination en France, mais dans tous les pays? C'est d'essayer de ne pas saturer le système de santé. Et les trois principaux objectifs, c'est réduire les décès, réduire les hospitalisations en réanimation et réduire les hospitalisations. Et donc, ça, une fois qu'on a défini son objectif, on peut définir quelle est la population à vacciner. Et vous voyez très clairement qu'il s'agisse des hospitalisations ou des décès, que plus vous avancez en âge, et bien plus il y a d'hospitalisation, qu'il s'agit des hommes ou des femmes. Et plus vous avancez en âge, évidemment, ce n'est pas le même nombre, heureusement, plus le pourcentage des décès est important. Mais ça vous dit que quand vous avez 80 ans ou plus à l'heure actuelle et que vous rencontrez le Covid, vous avez une chance sur 10 pratiquement d'en mourir. Donc, c'est ça aussi, il faut voir quels sont les bénéfices et les risques. On parlera évidemment de ceux du vaccin, mais aussi de ceux de la maladie. Et une autre façon de l'exprimer est ici vous voyez que par rapport aux 18-49 ans, qui est, disons, la période pendant laquelle vous avez un système immunitaire qui est formidable, le risque de décès multiplié par 3 chez les 50-64 ans, multiplié par 7 pour les 65-74 ans, par 10 pour les 75-80 ans et par 16 chez les plus de 80 ans. Et donc, ceci vous explique qu'on a défini des populations et c'est ce que nous y sommes dedans. Alors, je vais en venir au premier vaccin qui a été disponible. Pourquoi c'est le premier? Ce n'est pas parce qu'on a sauté des étapes, hein. C'est parce que la technique de l'ARN messager permet d'aller beaucoup plus vite. On n'était jamais arrivé, hein, encore une fois, ça fait 20 ans qu'ils travaillent là-dessus, mais en fait, on n'était jamais arrivé à avoir une forme stable et donc à pouvoir créer un antigène. Ils y sont maintenant arrivés, ça c'est un progrès absolument majeur, et c'est peut-être aussi l'aurore d'un progrès beaucoup plus important, en particulier dans la lutte contre le cancer. Bon, on n'en est pas là, restons au niveau du vaccin, donc c'est le vaccin Pfizer, c'est un vaccin ARN messager, et l'antigène, c'est la protéine Spike, c'est enveloppé dans des nanoparticules lipidiques. Alors, son inconvénient majeur, c'est les méthodes de conservation. Je vous ai expliqué pourquoi, parce que c'est pour des problèmes de stabilité. Il se présente en multidose, en flacon multidose, congelé, qu'il faut reconstituer. Donc la conservation, c'est moins 70 degrés, donc ça, c'est des congélateurs extrêmement puissants. Et il ne peut être conservé que 5 jours à la température du frigidaire, c'est-à-dire entre 2 et 8 degrés, et 6 heures après reconstitution. Il se fait en 2 doses par voie intramusculaire de 0,3 millilitres chacune à 21 jours d'intervalle. Alors, on a fait d'abord 21 jours, puis ensuite on a fait 28 jours, et on sait qu'on peut faire 6 semaines sans aucun problème, et même avec un certain avantage, puisqu'on aura plus d'anticorps au bout de 6 semaines, et chez les plus de 16 ans, parce qu'il n'y a pas eu d'essai avec ce vaccin, à un âge inférieur. Alors, je signale qu'il y a pour chacun des vaccins, donc je vous montre celui-ci, un dossier qui reprend toutes les études,
tous les aspects. Un dossier comme ça fait entre 90 et 160 pages par vaccin. Mais pour ceux que ça intéresse, eh bien, vous pouvez aller tout à fait les consulter. Et bien entendu, ces dossiers sont faits à partir des publications dans la littérature internationale, à partir des publications validées et permettent, comme je vais vous montrer, de définir à quoi ça sert. Alors, la première chose que je vais faire, c'est tirer du dossier, bien entendu. Chaque fois qu'on va étudier un vaccin, on va faire l'immunogénicité, c'est-à-dire la capacité à faire des anticorps. Ensuite, la tolérance, quels sont les effets indésirables provoqués, et l'efficacité. L'efficacité, c'est la protection contre la maladie. Alors, premièrement, l'immunogénicité, la capacité à faire des anticorps. On regarde ici un type d'anticorps très particulier. Alors, bon, peu importe son nom, ce qui nous intéresse le plus, c'est les anticorps neutralisants. Et puis, on voit ici, on dose ces anticorps qui n'existent pas à ces doses-là avant de faire la première injection. Pourquoi ils n'existent pas? Parce que comme les virus, c'est nouveau, on ne l'a jamais rencontré, donc c'est normal qu'on n'ait pas d'anticorps. Et puis, on fait une injection et on regarde à J21 les mêmes anticorps. Ce qui est intéressant, c'est ligne par ligne. Eh bien, vous voyez que quand je prends les immunoglobulines G anti-S1, en moyenne géométrique des anticorps, vous voyez qu'on est passé à 1200, de pratiquement zéro à 1264 chez les 18-55 ans et moins chez les 65-85 ans, mais avec quand même un taux extrêmement important. Et puis, à J21, c'était le premier protocole, je refais une injection et je redose à J28, c'est-à-dire 7 jours plus tard. Et vous voyez qu'on augmente quasiment d'un facteur 10. Hein, et d'où l'intérêt d'avoir, pour ces vaccins, et c'est comme ça qu'ils ont été prévus, 2 doses. Vous voyez aussi que la différence qui était importante avec une seule dose le devient moins quand on fait 2 doses entre les jusqu'à 55 ans et au-delà. Vous voyez aussi que vous avez obtenu, c'est vraisemblablement votre pic, et ensuite, quand vous refaites à J35 et à J52, ben votre taux d'anticorps diminue. C'est normal puisque vous avez arrêté la stimulation antigénique. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes plus efficace, mais on ne sait pas à l'heure actuelle, et pour aucun des vaccins, quel est le taux protecteur d'anticorps. Ça n'a pas pu être déterminé par les études. C'est ce qu'on appelle un marqueur de protection, et ça, on ne le connaît pas. Alors, deuxième façon d'étudier, deuxième caractéristique qu'il faut toujours étudier sur un vaccin, c'est la tolérance. En matière de vaccin, toujours la colonne de gauche, la tolérance locale, et les colonnes de droite, tolérance générale. Sur la colonne de gauche, vous avez d'abord les 18-55 ans, dose 1, dose 2, et puis les plus de 65 ans, dose 1, dose 2. Et vous regardez, à ce moment-là les effets indésirables locaux, la douleur au point d'injection, la rougeur, le gonflement. Et vous voyez très bien que vous avez forcément dans un essai clinique le bras, ce qu'on appelle le bras vacciné, c'est-à-dire les sujets qui ont été vaccinés et les sujets qui ont reçu le placebo. On va voir ça après dans l'efficacité, mais c'est la même chose. Et vous voyez qu'effectivement, les effets secondaires, les effets indésirables locaux et en particulier la douleur, sont beaucoup plus importants dans ceux qui ont reçu le vaccin que ceux qui ont reçu le placebo. Et vous voyez aussi que, en gros, ils sont un peu moins importants chez les plus de 55 ans et ils sont par contre, par rapport à la première injection, un peu plus importants à la deuxième injection. Enfin, pour la partie droite, c'est la tolérance générale. Qu'est-ce qu'on regarde? La fièvre, la fatigue, les maux de tête, les frissons, les vomissements, la diarrhée, les myalgies et les arthralgies. Donc, ça, c'est très classique devant les vaccins.
de retrouver ici la fatigue, et là, vous comparez à chaque fois ceux qui ont reçu le vaccin, ceux qui ont reçu le placebo. C'est plus important, évidemment, et c'est significatif chez ceux qui ont reçu le vaccin par rapport et vous, les effets indésirables que vous voyez classiques, qui sont, c'est un petit syndrome grippal, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, mais très peu de fièvre. Ce vaccin est responsable de très peu de fièvre et je peux avoir des courbatures. Et alors, une autre façon de le montrer, c'est ça. Après, vous reprenez un tableau classique. Vous avez ici les noms, la dose 1, la dose 2, jusqu'à 55 ans et après, et on retrouvera évidemment la même chose. L'intérêt ici, c'est que vous avez une fréquence et vous voyez que c'est relativement fréquent. Alors, ce qui a posé problème, ça a été le premier vaccin. Ce qui nous a ennuyé, c'est de savoir rapidement qu'il y avait des accidents allergiques graves. Alors, je vous montre ici la première publication qui a été faite alors que le vaccin avait été mis fin décembre. Vous voyez, dès le début du mois de janvier, les Américains ont publié 21 cas de choc anaphylactique, hein, 21 cas ici après, mais avoir 21 cas de choc anaphylactique, ça ne veut rien dire si on ne connaît pas le nombre de vaccinés. C'était 21 cas sur 1 893 360 personnes qui avaient reçu la première dose de vaccin. Donc, c'est un effet secondaire rare. Alors, comment se sortir de ça? Assez simplement, hein, je me suis occupé de diriger un peu la façon dont marchaient plusieurs centres de vaccination, et en faisant cet interrogatoire et en appliquant cette règle, eh bien, ça marche. C'est-à-dire, premièrement, avez-vous déjà fait un choc anaphylactique ou un choc allergique grave? A priori, on s'en souvient. Dans quelles circonstances? Et à ce moment-là, on demande de préciser les choses. C'est quoi après un médicament, après un vaccin, après avoir mangé quelque chose? Une recherche de la cause a-t-elle été effectuée? Si oui, quel résultat? Et à ce moment-là, on va vacciner ou non en fonction du résultat, après avoir vérifié que l'allergène incriminé ne fait pas partie de la composition du vaccin et de ses excipients. Évidemment, je vais vous donner un exemple très personnel. J'avais fait un œdème de Quincke avec gène respiratoire après prise d'Augmentin. Donc, quand je suis allé me faire vacciner par ce vaccin ici, je n'avais aucun problème car il n'y a pas les molécules qui sont dans l'Augmentin dans le vaccin. Et donc, j'ai été vacciné sans précaution particulière et je n'ai fait aucun problème. Voilà. Il faut évidemment que l'allergène soit dedans. Si on ne sait pas, il faut vérifier. Si la recherche de la cause, quand on a fait un choc anaphylactique, n'a pas été faite, à ce moment-là, il faut faire cette recherche et ne pas vacciner avant les résultats. Et on revient à ce moment-là dans le cas numéro 1. Et puis enfin, et c'est une contre-indication, si on a fait un choc anaphylactique à la première injection du vaccin par le vaccin, eh bien, ça contre-indique la deuxième injection et ça impose le bilan allergologique dont je parle au-dessus. Alors, je reviens aux 21 cas qui avaient été publiés aux États-Unis. Vous voyez que dans les cas rapportés, 80% avaient des antécédents allergiques, 7 sur 21 avaient déjà fait un choc anaphylactique. Donc, ce n'est pas n'importe qui a fait un choc anaphylactique. Chose un peu étonnante, c'est que 90% étaient des femmes. Je vous ai mis rôle des cosmétiques parce qu'on n'a pas encore tranché quel est l'antigène responsable, mais il a été question du polyéthylène glycol et que dans beaucoup de cosmétiques, il y a du polyéthylène glycol. Bien. Et surtout, le plus important, c'est que tous ont eu une évolution favorable après traitement adapté. Et je rappelle qu'on ne vaccine pas sans disposer du traitement qui est susceptible de traiter un choc anaphylactique.
Troisième élément qu'on regarde lorsqu'on étudie un vaccin, c'est son efficacité. Alors, on retrouve ici, premièrement, les gens qui vont recevoir le vaccin. Vous voyez, ça, c'est le vaccin de Pfizer. Le groupe, ils sont 18 198 sujets. Et les sujets qui vont recevoir le placebo, ils sont 18 325. L'étude est ce qu'on appelle en double aveugle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le médecin ne sait pas ce qu'il prescrit. Hein. C'est-à-dire quand il prescrit le vaccin, ben, il y en aura la moitié, et ça va être tiré au sort, qui va recevoir le vaccin, et la moitié qui va recevoir le placebo. Hein, c'est des numéros. Bon. Et puis, ça, c'est une première partie de l'aveugle, mais quand c'est dit en double aveugle, c'est que le patient, le vacciné, ne sait pas ce qu'il reçoit. Lui, il reçoit soit le vaccin, soit le placebo. Et puis ensuite, quel était ici le critère d'efficacité? Le critère d'efficacité, c'est d'avoir un Covid prouvé par RT-PCR. Et à ce moment-là, on regarde, dans le groupe qui a reçu le vaccin, qu'est-ce qu'on voit? Il y a 8 cas sur 18 198. Dans le groupe qui a reçu le placebo, il y a 162 cas sur 18 325. Et ça vous permet d'affirmer une efficacité qui est de 95%, avec ce qu'on appelle un intervalle de confiance qui donne les limites de fiabilité du résultat, mais vous voyez qu'il se situe, il est serré et il est très élevé puisqu'il est entre 90 et 98%. Donc voilà comment on détermine l'efficacité, c'est-à-dire la protection vis-à-vis de la maladie, et voilà ce qui a été fait. Et ça a été une chance extraordinaire d'avoir d'emblée un vaccin qui a ce type d'efficacité. Alors ensuite, c'est toujours dans la même étude, hein, ça c'est la phase 3. Qu'est-ce qu'on va regarder? Donc, on retrouve ici l'efficacité globale et on va regarder en fonction des âges. On voit que bon, ça ne varie pas entre les 16-55, etc. Je vous laisse lire. Si une petite particularité quand même, regardez chez les plus de 75 ans, il y a 0 cas dans le groupe vacciné et il y a 5 cas dans le groupe qui a reçu le placebo, donc ça fait évidemment 100% d'efficacité. Mais vous voyez que là, les chiffres, ils sont négatifs et ça ne veut rien dire. On ne peut rien tirer de ce résultat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de cas. Et si vous n'avez pas assez de cas et pas assez de population dans laquelle ça a été étudié, vous ne pouvez rien en tirer. Et donc, vous pouvez simplement dire, avec ce vaccin, chez les plus de 75 ans, je ne peux pas dire si je suis efficace, il faut d'autres études pour le compléter. Ensuite, quand vous regardez d'autres facteurs, eh bien, vous voyez qu'ici, bon, il n'y a pas de facteur qui modifie beaucoup. Autre élément qu'on peut tirer aussi de l'étude avant qu'on a donné le vaccin, ça a été intéressant au début, qui était que, je vous rappelle, si je ne l'ai pas dit, c'est 7 jours, pardon, 7 jours après la deuxième dose qu'on a cette efficacité de, voilà, ici c'est redit ici, 7 jours après la deuxième dose avec un intervalle de 3 semaines. Chez les plus de 16 ans, vous avez 95% d'efficacité. Bien. Et on vous redit les 8 sur 17 000 et 162 sur 175 000. Est-ce qu'une seule dose protège? Alors, on a dit au début, oui, ça protège à 50%, parce que vous voyez, quand on prend juste après avoir reçu enfin, juste après, c'est-à-dire à 21 jours, on est effectivement à 52%. Mais quand on décale le 10 jours après D1, vous voyez qu'à ce moment-là, entre les deux, on a gagné de la protection. Pourquoi? C'est expliqué par la petite courbe à droite. C'est que vous continuez à monter vos anticorps entre J21 et J28. Et ça explique que vous ayez une meilleure efficacité quand vous êtes plus loin après la
première dose, mais ça veut dire aussi que 10 jours après la première dose, c'est efficace à près de 90%. C'est fondamental. Alors, le meilleur résultat, enfin, je trouve que le plus figuratif, c'est ça, évidemment. C'est ce qu'on appelle la courbe de Kaplan-Meier qui calcule l'incidence cumulative. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez un cas dans un groupe, vous le comptez et vous l'ajoutez aux autres. Et ça, c'est le groupe placebo. Et ça, c'est le groupe qui a reçu le vaccin. Et là, il n'y a pas photo. Et ce qui est très intéressant, vous voyez ici, quand on grandit cette zone-là, ici, eh bien, vous voyez qu'en gros, il faut 10 jours pour que ça s'écarte. C'est simplement le temps nécessaire à la fabrication des anticorps. Et une fois qu'on a fabriqué les anticorps, la courbe, elle est quasiment plate, hein. Et là, l'étude, elle a été faite jusqu'à 112 jours, donc c'est-à-dire. Donc, voilà ce qu'on peut tirer, ce qu'on pouvait tirer de ce vaccin. Je vous ai mis ici les conclusions de la Haute Autorité de Santé dans son rapport, hein. C'est une vaccination, vous voyez qu'avec l'efficacité qui est remise, le fait que les facteurs de risque ne changent pas euh, l'efficacité, vous voyez qu'il est marqué, il est difficile de conclure du fait d'un problème de puissance de l'essai sur l'efficacité du vaccin chez les personnes de 75 ans et plus. D'accord, mais l'absence de forme sévère plaide quand même pour une absence. Ah oui, non, ça, je vous expliquerai ce que c'est après, mais en tout cas, on ne pouvait pas conclure. Et enfin, vous voyez aussi qu'il est précisé que nous n'avons pas parlé d'impact de la vaccination sur les hospitalisations en unité de soins intensifs, ni sur la mortalité. Pourquoi? Parce que les études ne permettaient pas de dire ça. Même si vous avez déjà plus de 10 000 cas vaccinés, ça ne suffit pas, il va falloir faire des études en population. Alors précisément, on a déjà des études sur le terrain et c'est pour ça que je vous les ai rajoutées, en particulier en Israël, puisque en Israël, ils ont extrêmement bien vacciné. Ils ont vacciné plus de 50% de leur population. Et vous voyez que sur le terrain, on peut répondre qu'on protège de l'infection 7 jours après les deux dans 92% des cas, d'une maladie bénigne dans 94% des cas, d'une hospitalisation dans 87% des cas, d'une maladie sévère dans 92% des cas et du décès dans 70% des cas. Donc, ceci vient confirmer, mais c'est ça le plus important. Ensuite, ils ont également fait une étude, ça chez les personnels de santé, où quelle que soit la positivation du diagnostic vis-à-vis du coronavirus, on a une réduction après 2 doses qui est de 75%. Et ici, quand on ajuste ici, je crois que c'est sur les formes, non, c'est sur les formes symptomatiques, excusez-moi. Quand on prend que les formes symptomatiques, eh bien, on arrive à une efficacité de 85% chez les soignants. Donc ça, c'est aussi important. Deuxième étude qu'on a sur le terrain, c'est une étude qui a été publiée la semaine dernière en Écosse, où là, on a une efficacité sur les hospitalisations. Et avec un maximum d'efficacité entre 28 et 34 jours après les vaccins, de 85% pour les 18-64 ans et pratiquement 80% pour les 65-79 ans et 80% chez les plus de 80 ans. Donc ça, c'est un résultat majeur, en sachant que ici, ils ont pu, parce qu'il y avait 2 vaccins déjà utilisés, quand ils ont pris le Pfizer, vous voyez, l'efficacité était de 85% et l'AstraZeneca était de 94% dans cette étude-là, sur, encore une fois, la prévention d'hospitalisation. Donc, c'est vous dire, il ne faut pas parler de moins bons vaccins parce que dans les études qu'on a cliniques, ce n'est pas tout à fait les mêmes chiffres. Ça, vis-à-vis de l'hospitalisation, les 2 vaccins sont comparables. Enfin, toujours sur le terrain, il y a une étude britannique
dans laquelle il y avait eu 76 000 AstraZeneca et 62 500 Pfizer. Et quand on regarde tout, eh bien, l'efficacité sur le Covid symptomatique était de 70% à un mois et 84% 14 jours après la dose 2. Donc, on confirme que ces vaccins sont très efficaces sur le terrain. Il avait même pu être, pour le Pfizer, calculé sur les décès avec 83%. Alors, ce vaccin a une particularité, je vous l'ai dit, pour des raisons de stabilisation de l'antigène. Eh bien, c'est alors d'abord le conditionnement. Hein. Il a un conditionnement primaire, c'est des flacons de 0,45 millilitres contenant 5 doses de 30 microgrammes chacun, qu'il faut diluer avant utilisation, et un conditionnement secondaire qui sont des cartons, 195 flacons du conditionnement primaire. Bon, les conditions particulières de conservation sont jusqu'à 6 mois entre moins 90 et moins 60, donc ça c'est dans les congélateurs géants, 5 jours seulement au réfrigérateur entre 2 et 8 degrés, 2 heures à des températures allant jusqu'à 30 degrés, et 6 heures entre 2 et 30 degrés après dilution, parce que c'est un produit qui doit être reconstitué avec 1,8 millilitre de chlorure de sodium à 0,9%. Une fois sorti du congélateur, le vaccin non ouvert peut être conservé jusqu'à 5 jours entre 2 et 8 et un maximum de 2 heures à des températures jusqu'à 30 degrés, c'est-à-dire la température de la pièce avant utilisation. Bon, ça c'est un petit clin d'œil, mais c'est évident qu'on ne peut pas, ce vaccin-là ne peut pas être conditionné partout, et c'est pour ça qu'il est utilisé avant tout dans les centres de vaccination. Le deuxième vaccin qui est à notre disposition, c'est le Moderna. Ce que je veux bien, c'est si quelqu'un peut me signaler à un moment l'heure, parce que moi, j'ai pas de montre et je n'ai pas ça n'est pas indiqué. Alors, le vaccin Moderna, c'est aussi un vaccin ARN messager avec la même protéine donnée dans une nanoparticule lipidique, mais vous voyez, ils ont déjà fait des progrès pour pouvoir conserver. Il peut être conservé dans des congélateurs à moins 20 degrés. Alors lui, c'est des injections de 0,5 millilitres. Il est conditionné en 10 doses. C'était à 28 jours d'intervalle, mais on est même passé à 6 semaines, et chez les plus de 18 ans, parce que les études ont été faites là. Alors, je vous ai souligné ce qui est le plus important ici, c'est simplement, on retrouve dans l'efficacité de ce vaccin, les cas symptomatiques, il y avait 185 cas dans le groupe placebo versus 11 cas dans le groupe, c'est-à-dire, quand on fait ça en proportion, 56,5 pour 1000 personnes année versus 3,3 pour 1000 personnes année, avec un intervalle de confiance qui est tout à fait correct, et donc ça veut dire une efficacité de 94%. Voici l'intervalle de confiance, et c'est extrêmement significatif. Même chose en ce qui concerne la sécurité, c'est-à-dire les effets indésirables. Alors, c'est présenté de façon un peu différente, locaux et généraux. La douleur, l'érythème, le gonflement. Et ici, on compare placebo dose 1, placebo dose 2, et puis vaccin dose 1, vaccin dose 2. Et vous voyez que quand il concerne la douleur, bon, c'est beaucoup plus fréquent chez ceux qui sont vaccinés que chez ceux qui reçoivent le vaccin que chez ceux qui reçoivent le placebo. Voilà. Alors ici, c'est un peu plus facile à détailler aussi. On donne des gradations de gravité, c'est-à-dire pas grave du tout, modéré, c'est pas grave du tout, léger, disons, en gris, modéré en bleu et considéré comme grade 3 en rouge. Vous voyez que dans l'immense majorité des cas, c'est des formes tout à fait bénignes. Et la tolérance générale, au moins un signe dans la colonne de gauche. Ensuite, on confirme que ces vaccins donnent très peu de fièvre. Par contre, qui peuvent donner mal à la tête, fatigué, des myalgies, des arthralgies,
quelquefois même des frissons, à la deuxième dose, curieusement. Et on voit aussi que, en général, la deuxième dose est un peu moins bien tolérée que la première dose. Même évidence d'efficacité lorsque vous voyez ça. Ça, c'est les cas cumulés, la courbe du haut, les cas cumulés ici dans, chez ceux qui ont reçu le placebo et les cas cumulés chez ceux qui ont reçu les vaccins. C'est donc encore une fois une efficacité qui est extrêmement intéressante. Et de la même façon, ici, on vous montre l'efficacité. Alors, tous les patients, et puis ensuite, on va prendre en fonction de l'âge. Vous voyez que c'est peut-être un peu moins efficace chez les plus de 65 ans que chez les moins de 65 ans, mais on voit aussi que les intervalles se recoupent, donc la différence n'est pas significative. Et puis, de toute façon, on est au moins à plus de 80% d'efficacité. Ensuite, il n'y a pas de différence en fonction du sexe. Et il y a aussi en fonction de l'existence de facteurs de risque. Ça, c'est très important. Vous voyez qu'il n'y a pas non plus de différence. Et ça, je ne vais pas tout vous relire, mais c'est encore une fois le dossier de la HAS, cette fois-ci du Comirnaty, du Moderna, excusez-moi, et qui redit ce que je viens de vous dire ici. Alors, je vais vous donner deux petites, dans les effets indésirables, il faut toujours s'attendre à des surprises, mais par exemple, vous voyez, mi-février, on a été alerté. Quand je dis on, j'appartiens à Infovac. Ceux qui connaissent, c'est une association d'une vingtaine d'experts qui s'engagent à répondre par mail à n'importe quelle question concernant la vaccination, que vous soyez en France ou à l'étranger, et on s'engage à répondre dans les 5 jours. Bien, alors, eh bien, on avait été alerté par une question qui était celui de la survenue d'un placard inflammatoire qui est différé, mais au lieu d'injection, qui survient, je crois, une dizaine de jours après, élément qui était connu de nos amis suisses, connu aux États-Unis puisqu'ils ont appelé Covid Arm, et ils nous avaient envoyé la photo. Vous voyez, c'est pas voilà, on voit très nettement la zone où le vaccin a été fait, qui est inflammatoire. Ça témoigne tout simplement de l'inflammation et de la stimulation du système immunitaire. Au bout de 48 heures, il n'y a plus rien. Hein. Bien. Autre élément, parce que ça pourra nous servir, je pense, dans la discussion, c'est qu'il avait été noté avec ces deux vaccins des cas de paralysie faciale. Alors, quand survient un effet indésirable au décours d'un vaccin, le vaccin peut être en cause, bien sûr, mais il peut aussi ne pas être en cause, car le vaccin n'a pas inventé les événements indésirables, le vaccin n'a pas inventé les maladies. Alors, si on voit comme ça, la paralysie faciale, ici, c'était ce qui avait été noté cette fois-ci par nos amis américains. Dans l'essai clinique Moderna, on avait 4 cas de paralysie faciale pour 30 000 inclus, et dont 3 cas étaient dans le groupe vaccin, et donc un cas dans le groupe placebo, ça veut dire ça. Hein, bon. Et pour l'essai Pfizer, il y avait 4 cas également sur 43 000 inclus. Tous étaient dans le groupe vaccin. Donc à ce moment-là, il faut poser la question, est-ce qu'il y a une alerte vis-à-vis du vaccin pour cette complication? Et quand vous regardez l'incidence de la paralysie faciale dans la population générale, elle est de 23 à 35 pour 100 000 personnes. C'est-à-dire que vous êtes ici très en dessous de l'incidence qu'on voit en population générale. Donc, c'est un argument contre l'effet, du vaccin. Donc ça, c'est extrêmement important. Et alors, je passe. Alors,
un petit mot sur Moderna et comparaison Moderna et Pfizer. C'est les mêmes, il faut pas. Alors, c'est les mêmes, mais ils ne sont pas interchangeables. C'est-à-dire que quand on a fait une première injection avec l'un, il faut faire la deuxième injection avec le même. Hein. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui fait changer? C'est vraisemblablement la composition des acides aminés qui fabriquent le brin d'ARN messager, et ça c'est un secret forcément industriel, mais quand même, on peut dire qu'on aboutit, avec l'utilisation de la machinerie cellulaire, à la même protéine. Donc vraisemblablement, c'est sûrement pas une faute, en tout cas, si on fait l'un puis l'autre, au point de vue de l'immunologie. Je vous rassure, ça a déjà été fait. On a eu une question dans la semaine à Infovac là-dessus. Il y en a un, c'est un couple qui a reçu le Moderna alors qu'ils avaient été vaccinés par la première dose avec le Pfizer. Bien, donc encore une fois, très semblable, c'est sûrement pas grave, ça c'est sûr, et d'avoir interchangé. Est-ce que c'est aussi bon? Je ne peux pas répondre. Voilà. Et je passe au troisième vaccin qui, lui, est un vaccin vectorisé. Et alors, c'est le vaccin AstraZeneca. Alors, la dénomination, c'est un adénovirus. Et un adénovirus qui n'est pas humain, c'est un adénovirus simien, en l'occurrence du chimpanzé, d'où le nom de ce vaccin. Bien. Comment ça se passe? Vous avez ici l'adénovirus du chimpanzé. Alors, de toute façon, il a été modifié pour pas qu'il se multiplie. Et puis ensuite, vous avez ici notre virus du SARS-CoV-2. On a sélectionné le brin d'ADN qui code pour la protéine S, et à l'intérieur du vecteur viral, on introduit dans l'ADN du vecteur viral le fragment du génome qui code pour la protéine S. On injecte, et comme je vous ai montré dans les cellules, cette protéine S est exprimée à la surface des membranes cellulaires. Elle est reconnue par le système immunitaire comme quelque chose d'étranger, et donc elle déclenche le travail du système immunitaire. Alors, c'est donc un vaccin vectorisé par un virus non réplicatif. Il se fait à 2 doses à 0,5 millilitres par voie intramusculaire. Et là, vous voyez d'emblée, c'était 4 à 12 semaines. Je pourrais même déjà modifier les choses, puisque à l'heure actuelle, on sait qu'à 12 semaines, on a une meilleure immunogénicité quand on fait la deuxième dose à 12 semaines plutôt qu'à 4, qui se conserve entre 2 et 8 degrés. Et chez les plus de 18 ans, puisque les essais ont été faits à cet âge-là. Alors, je ne vais pas vous relire ceci, c'est pour vous dire que c'est une phase 3 qui a été publiée, qui est extraordinairement compliquée. Personnellement, j'y ai passé une après-midi, mais c'est compliqué, mais bon, c'est comme ça, on va quand même en tirer les résultats simples. Premièrement, immunogénicité. Alors, cette fois-ci, l'essai n'est pas fait par rapport à un placebo, mais il est fait par rapport à un autre vaccin. Cet autre vaccin, il est ici, c'est le vaccin méningococcique ACWY, donc il n'a rien à voir évidemment avec les coronavirus. Et on voit bien quand on regarde les anticorps que dans le groupe qui a reçu ce vaccin-là, eh ben, il ne monte pas ces anticorps de type ELISA contre la protéine S. Hein. Par contre, vous voyez que eh bien, quand on fait une dose à 7 jours et surtout à 14 jours, puis à 28 jours, on monte son taux d'anticorps.
Et puis quand on fait une dose, puis une deuxième dose, et surtout quand on fait la deuxième dose à 42 jours, eh bien à ce moment-là, on a un taux d'anticorps qui est très intéressant. Et dans cette étude, c'est aussi intéressant d'avoir comparé avec les anticorps qui sont obtenus par la maladie. Et donc, vous voyez qu'on est dans le même registre. Bon, même chose, on va comparer, ça c'est la tolérance de ce vaccin, tolérance locale et tolérance générale. Le bras qui a reçu le vaccin Covid et le bras qui reçoit le vaccin, enfin le bras, je ne devrais pas parler comme ça, le groupe, pardon, qui reçoit le vaccin Covid et le groupe qui reçoit le vaccin contre le méningocoque. Et puis les deux colonnes, là, ici, c'est avec paracétamol et sans paracétamol, puisque vous avez bien entendu dire, en particulier pour les personnels soignants, quand ils ont été vaccinés au début, qu'il y avait des syndromes grippaux qui, de temps en temps, étaient non négligeables et qui les empêchaient d'aller travailler le lendemain et les 2 premiers jours. Et donc, qui diminuent encore, moi je trouve que ce ne soit pas très évident que ça diminue sous paracétamol avec cette figure, mais il y a peut-être d'autres figures pour le dire. Et puis, encore une fois, je vous montre parce que c'est exactement le même principe, c'est la tolérance générale, cette fois-ci avec la fatigue, la fièvre, les maux de tête, les arthralgies, bon, etc. Le groupe avec paracétamol et le groupe sans paracétamol. Globalement, compte tenu de la tolérance de ce vaccin, mieux vaut vacciner sous paracétamol, c'est-à-dire vous vous faites vacciner, vous prenez immédiatement après le paracétamol, et puis vous en prenez 3 doses, c'est-à-dire une dose toutes les 8 heures jusqu'à 3 fois, et en principe, ça suffit. Alors, dans l'efficacité, voilà, ça c'était la première étude principe très compliquée, hein, qui montrait des choses assez intéressantes. Alors, d'abord, l'efficacité globale, 70,4%, avec un intervalle de confiance qui est un peu plus large. Et puis, vous voyez que ici, on avait des sous-groupes, hein, à 90%, et un autre sous-groupe qui était à 60%. Donc, il y a une différence entre les deux. Et chose très particulière, dans ce sous-groupe-là, du fait d'une erreur, les premières doses étaient moitié dose et la deuxième dose était standard dose, SD. Alors que 2 fois la dose standard, on semblait moins efficace. On n'a rien compris à ça. On s'est posé beaucoup de questions et en particulier de savoir si on ne sécrétait pas des anticorps contre le virus vecteur. Donc la réponse est non. Et surtout, on sait maintenant que c'est pas du tout, ils ont abandonné les demi-doses, et on sait que ce n'est pas du tout un problème de dose, mais c'est que ceux-là avaient reçu leur appel plus tard, c'est-à-dire beaucoup plus près de 42 jours que les autres, et c'est pour ça qu'ils avaient une meilleure efficacité. Et en fait, voilà, on peut reproduire ici, ça c'était avec 2 doses, et ça c'était au moins une dose, et qui vous montre manifestement que vous avez une efficacité quand vous faites en dose cumulée celui qui a reçu le vaccin et celui qui a reçu le placebo. Pardon, ici c'est le vaccin méningocoque et ici c'est le vaccin Covid. Vous voyez aussi quand même que ce n'est pas tout à fait la même efficacité qu'avec les vaccins ARN messagers, puisque l'écart que vous voyez ici entre le bras non vacciné et le bras vacciné est moins important. Les deux courbes ne s'éloignent pas, ou plus exactement, la courbe du bas n'est pas aussi plate qu'elle l'est avec les vaccins ARN messagers. Alors, efficacité sur le terrain pour AstraZeneca, je le rappelle, étude écossaise, efficacité vis-à-vis de l'hospitalisation, eh bien 94%, et ça, mon Dieu, c'est quelque chose de très important. Dans l'étude anglaise, où la moitié avait reçu AstraZeneca et la moitié Pfizer, vous voyez qu'on avait 84% d'efficacité sur le Covid symptomatique. Voilà.
Alors, voilà, donc ça, c'est pour l'AstraZeneca. Je ne parle pas d'emblée des effets indésirables, qui, jusqu'à ce matin, ne posaient pas de particularité en dehors des syndromes grippaux. Évidemment, il y a eu, les accidents thromboemboliques qui ont fait, suspendre d'abord par un certain nombre de pays, puis ensuite par un grand nombre de pays, dont la France, hem l'usage de ce vaccin jusqu'à la décision de l'Europe. Alors que l'OMS, je le signale, a dit qu'il fallait continuer à, heu alors je vais donner simplement 2 chiffres. Les Anglais ont énormément utilisé ce vaccin puisqu'à l'heure actuelle, ils sont à près de 9 millions de doses du vaccin AstraZeneca utilisées. Ils ont eu 34 cas de thrombose. Et il faut savoir que dans la population générale, l'incidence de la thrombose, c'est entre 100 et 200 pour 100 000 habitants. Donc, on est très inférieur à ce qu'on a en population générale. Alors, par contre, mais je ne peux pas, parce que je n'en sais pas plus, parce que j'ai entendu Alain Fischer dire ce matin qu'il semble qu'il y ait dans les thromboses qui ont été rapportées chez les sujets vaccinés des particularités atypiques qu'on ne voit pas dans toutes les thromboses. Et en particulier, on sait qu'au moins un cas appartenait à ce qu'on appelle une coagulation intravasculaire disséminée, et que, évidemment, ça exige de revoir au cas par cas chacun des cas vaccinés ayant fait un accident de thrombose, et de voir s'il y a une relation, une imputabilité, vis-à-vis du vaccin, et ça, l'Europe s'en occupe et donnera la réponse dans les 48 heures. J'en arrive au 4e vaccin qui est, donc autorisé depuis très peu de temps. Il s'agit aussi d'un virus, d'un vaccin vectorisé viral, alors pas cette fois-ci un adénovirus humain, qui est l'adénovirus 26, qui est non réplicatif, c'est-à-dire qu'il a été délété des gènes qui assuraient sa réplication et qui a été lui aussi, avec la protéine Spike, on a introduit dans son génome le fragment du génome codant pour la protéine Spike. Et l'intérêt majeur de ce vaccin, c'est qu'il se fait en une seule dose de 0,5 millilitres. Il se présente en flacon de 5 doses. Il est en flacon de 5 doses, pardon. Il est prêt à l'emploi et avec des conditions de conservation qui sont très simples, puisque vous voyez que congelé, il se conserve 2 ans entre -25 et -15, que après décongélation, 3 mois entre 2 et 8 degrés, c'est-à-dire dans un frigidaire classique, et après ouverture, 6 heures au réfrigérateur, 3 heures à température ambiante. Bon, alors il y avait déjà également un premier essai de phase, vous voyez 1-2A, mais on n'avait pas de phase 3 jusqu'à une époque récente. Alors, dans les phases 1, 2A, eh bien, on peut regarder s'il est immunogène. Bon, je vous demande de croire parce que c'est un peu compliqué, mais en particulier ici, et on voit que, donc on fait par rapport à un placebo, on monte ses anticorps et on ne les monte pas avec, en faisant une deuxième dose, on les monte à peine par rapport à une première dose. Quand on regarde la tolérance, toujours la même chose ici, ce sont les effets indésirables locaux. Et vous voyez, bon, ben, c'est la douleur. Il s'agit aussi ici d'un essai qui est fait versus placebo. Et le reste ici, c'est l'érythème et le gonflement. Et puis, ça, c'est les signes généraux, fatigue, maux de tête, myalgie, nausée, et là aussi, pas de fièvre. Et c'est supérieur chez ceux qui ont reçu le vaccin que chez ceux qui ont reçu le placebo. Et quand on regarde la tolérance, c'est tout à fait comparable à ce qu'on a jusqu'à maintenant avec ce qui est fréquent, céphalée, nausée, myalgie, donc un petit syndrome grippal. Et ce qui est exceptionnel, je crois qu'ils n'ont eu qu'un seul cas, et encore je ne suis même pas sûr, d'accident allergique grave. Alors,
Maintenant, qu'est-ce qu'on sait au point de vue de l'efficacité? Je fais vite puisque c'est exactement la même méthodologie d'analyse que ce que je vous ai montré, hein. Vous avez ici 116 cas prouvés parmi 3 116 personnes années dans le groupe vacciné et dans le groupe placebo, 348 cas pour 3 096, ce qui fait une efficacité qui est ici de 66,9% avec un intervalle de confiance. Quand vous prenez les 18-64 ans, c'est la même chose. Quand vous prenez les 65 ans et plus, ici, c'est plus efficace. En fait, non, ça c'est vraisemblablement des hasards statistiques, c'est la même chose, c'est sûrement aux alentours de 70%. Hein. Et là aussi, vraisemblablement, chez les plus de 75 ans, quand on a 0 et 8, on ne peut pas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est vraisemblable qu'il faut d'autres études. Enfin, quand on regarde en fonction des groupes, eh bien, l'efficacité est tout à fait comparable et on le retrouve sur la courbe des cas cumulés qui permet d'avoir une très bonne visualisation. Si on essaie, alors ce qui est intéressant, c'est ça, c'est vis-à-vis des formes symptomatiques, aux alentours donc de 70%, vis-à-vis des formes sévères, c'est plutôt proche de 80%, et vis-à-vis des formes ayant conduit à une hospitalisation, on peut le dire dans cet essai, c'est 93%. Et enfin, on regarde, et ça c'est intéressant, c'est en fonction des souches qui circulent, puisque vous savez qu'avec les mutants, il faut toujours vérifier que le vaccin reste efficace. Alors, ce qui ne veut pas dire que chaque fois qu'il y a une mutation, le vaccin ne sera pas efficace. Pourquoi? Parce que vous avez vu, quand je vous ai montré la biologie moléculaire de la protéine S, c'est quand même toute une catégorie, toute une construction dans laquelle il y a de multiples épitopes. Donc, ce n'est pas un seul épitope qui va changer. Mais de temps en temps, ça peut jouer quand même. Et là, c'est pour montrer qu'il est efficace sur les souches circulant aux États-Unis, circulant au Brésil et circulant aussi en Afrique du Sud, même si là, ça paraît moindre, mais pour diverses raisons. Là aussi, parce que ça dépend du délai avec le calcul d'efficacité, ce vaccin est efficace sur ces 3 variants. Par contre, il n'a pas été testé sur le virus britannique parce que les études n'ont pas été faites en Angleterre ou dans des pays dans lesquels ce variant circulait. Alors, j'en ai fini avec les vaccins qui sont à notre disposition. Je vous signale, c'est très facile de télécharger ça sur Internet. Ça s'appelle Vaccination anti-Covid, c'est Portfolio. C'est très bien fait, à mon avis. Je vous donne uniquement quelques éléments pour pas trop allonger. Dedans, il y a un questionnaire que je trouve extrêmement bien fait parce que ça permet de… Alors, il y a le nom pour être sûr qu'on vaccine bien la bonne personne. Avait eu un test PCR antigénique positif au cours des 3 derniers mois. Oui, non. Si oui, vous savez qu'à l'heure actuelle, on recommande, en tout cas chez les sujets immunocompétents, de ne pas vacciner, sauf dans un délai de 3 mois, mais plutôt même de 6 mois, quelqu'un qui a déjà eu un Covid. Alors, ce n'est pas vrai chez les immunodéprimés, d'accord. Avez-vous de la fièvre aujourd'hui? Ça, c'est pour ne pas vacciner en période aiguë d'une infection autre. Avez-vous reçu un vaccin au cours des 2 dernières semaines? Parce que pour des raisons de surveillance, de pharmacovigilance et pour éviter des interactions, on ne fait pas le vaccin Covid et un autre vaccin à moins de 15 jours d'intervalle. Avez-vous des antécédents d'allergie? J'en reviens, on peut le compléter par le questionnaire que je vous ai donné sur la diapositive précédente, qui permet d'éviter les accidents allergiques graves. Et je peux vous dire qu'à ma connaissance, il n'y en a pas eu en tout cas dans les centres de vaccination que j'ai pu interroger. Présentez-vous des troubles de la coagulation, en particulier des plaquettes, ou présentez-vous un traitement anticoagulant? Alors ça, c'est important parce que je répète que ce vaccin se fait par voie intramusculaire.
et qu'il ne faut pas le faire par voie sous-cutanée. On ne peut pas garantir du tout la même efficacité par voie sous-cutanée. Alors, ça veut dire qu'en particulier ceux qui sont sous un traitement ou anti-agrégant ou anticoagulant, on peut parfaitement les vacciner par voie intramusculaire. Il suffit pour ça de les vacciner dans le deltoïde en utilisant une aiguille fine et en comprimant 2 minutes au décours de l'injection, et ensuite on enlève. Pour rassurer les gens, nous vaccinons nos hémophiles comme ça, et il y a une publication d'hémophiles vaccinés par cette technique par voie intramusculaire. Simplement, il ne faut ni frotter ni masser au décours de l'infection. Je termine là-dessus, je vois que ça devient long, donc je vais bientôt arrêter. Dernière question, êtes-vous enceinte? Ça, c'est surtout évidemment pour le personnel soignant. Alors, la grossesse n'est pas une contre-indication à la vaccination. Il faut par contre chaque fois mesurer le rapport bénéfice-risque. Et par exemple, pour le vaccin Janssen, ils ont vacciné des femmes enceintes et ils n'ont pas eu de soucis. Mais pour l'instant, on va dire que ce qu'on sait, c'est que quand on fait un Covid et pour une femme enceinte a plus de risque de faire un Covid grave que la même femme non enceinte. Voilà. Et qu'il y a des risques de retentissement aussi sur le fœtus à type de accouchement prématuré, hypotrophie fœtale. Et donc, c'est pour ça qu'aux États-Unis, on vaccine les femmes enceintes. Enfin, allaitez-vous. Et là aussi, c'est le même problème, en sachant qu'il n'y a pas de contre-indication, c'est une précaution, mais que pour Janssen, par exemple, ils ont eu une population où ils ont allaité les bébés sans problème. Alors, je passe en revue très vite. Vous avez dans ces guides ici du portfolio, pour chacun des vaccins, la reconstitution, comment obtenir une 6e dose, ça c'est avec le Comirnaty, comment faire l'injection. Et vous avez ici, je vous ai mis, mais c'est facile aussi à télécharger si vous allez sur le site Infovac, la préparation des doses du vaccin pour Comirnaty en particulier, les autres sont pratiquement prêtes, et la technique de l'injection. Alors, je ne dis rien de ça, c'est le vaccin Sputnik, c'est sûrement le prochain qui sera étudié. On sait qu'ils ont publié ça, qui est un très bon papier, mais pourquoi il n'est pas encore chez nous? Pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'il faut que l'Europe puisse voir qu'ils ont satisfait à chacune des étapes qu'il est obligatoire de faire avec les protocoles européens. Le dossier est à l'heure actuelle à l'Europe. Et la deuxième chose, c'est qu'il semble que les Russes ne produisent pas beaucoup de ce vaccin. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ils pourront en exporter. Je passe dessus. Et j'ajoute que la pharmacovigilance est très bien faite, que vous avez toutes les semaines ce rapport de l'Agence nationale de sécurité du médicament, que le dernier en date est le 7e et répertorie tout ce qui s'est passé en France jusqu'au 4 mars. Vous voyez, il y avait 5 258 000 vaccinés, 4 500 000 par le Comirnaty, 242 000 par le Moderna et 454 000 par l'AstraZeneca. Je finis par les questions. Durée de la protection, personne ne sait. Évidemment, il faudra du recul. C'est de mois en mois où on étudiera la persistance des anticorps au moins. La prévention de la transmission, il y a plusieurs éléments en faveur pour dire oui, il n'y a pas de preuves à l'heure actuelle et pas d'études qui l'aient montré. L'efficacité sur les variants, il faut le vérifier à chaque fois. Dans l'immédiat, il n'y a pas de corrélat de protection. Quand il y en aura un, ça facilitera beaucoup les choses. Validation de vaccins à venir, en particulier, je vous dis, du Sputnik. Problème de production, c'est tous les jours. Adhésion de la population, jusqu'à maintenant, je dois dire, on a eu une adhésion tout à fait bonne. Moi qui suis pédiatre et qui
connaît bien l'hésitation vaccinale et en particulier au cours des dernières années, je peux vous dire que c'est une très bonne adhésion de la population et il y a plutôt des problèmes de dose qu'autre chose. Et il ne faut pas oublier non plus que la vaccination dans les pays pauvres, c'est aussi extrêmement important. Ce n'est pas parce qu'on est plus à l'aise qu'il faut tout prendre. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci professeur pour cette présentation très intéressante, très riche. Alors, on a eu beaucoup de questions, vous l'imaginez, au cours de cette heure qui est passée. Première question. Quelle immunité est induite par l'infection? En quoi serait-elle différente de celle de la vaccination? Euh, alors, on n'a aucune raison de penser qu'elle est différente, mais je ne peux pas vous dire non plus que c'est la même tant qu'on n'a pas pu les comparer. D'abord, on sait bien comparer l'immunité humorale et pour l'immunité cellulaire, c'est beaucoup plus difficile. Mais on a pu, par exemple, je vais vous donner un exemple, le vaccin contre le papillomavirus donne des taux d'anticorps qui sont 50 à 100 fois plus élevés après le vaccin qu'après l'infection naturelle. Bon. Mais là, il y a une raison, c'est une immunité qui se fait par voie muqueuse, d'abord, et qui ensuite, mais le coronavirus, il pénètre aussi dans les muqueuses. Et donc ça, je ne peux pas vous dire, mais il n'y a aucune raison que ça soit très différent. Merci beaucoup. Deuxième question. Doit-on ajouter une dose supplémentaire de vaccin chez les patients immunodéprimés? Il n'a pas été demandé dans l'immédiat d'ajouter une dose. Il a été demandé par contre de faire 2 doses, y compris chez ceux qui ont déjà fait le Covid. C'est possiblement quelque chose qui se fera, mais après avoir fait des contrôles de taux d'anticorps après les vaccins dans ces circonstances. Et évidemment, si on avait un marqueur de protection, c'est beaucoup plus facile de répondre. Tant qu'on ne l'a pas, ce n'est pas facile. Bien sûr. Si l'AstraZeneca est réautorisée, compte tenu de l'efficacité d'une demi-dose et des potentielles difficultés d'approvisionnement, ne pourrions-nous pas vacciner à demi-dose pour doubler nos capacités? La réponse est non. Les études ont été faites. Le groupe qui a reçu une demi-dose était une erreur. C'est un sous-groupe. Et même, et encore une fois, l'efficacité qui a été jugée supérieure, en fait, quand ils ont repris l'étude, n'est pas due à ça, mais c'est dû au fait qu'ils ont dosé les anticorps plus tard. Donc, il ne faut pas, ça c'est clair, l'HAS l'a dit, il ne faut pas utiliser de demi-dose. Très bien. Est-ce que la vaccination Covid sera saisonnière ou est-ce une fois dans la vie? Personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Si on installe une immunité de groupe et si ce virus est en train de se modifier tout le temps, ça peut être comme la grippe, mais il faudra attendre pour ça. Il faut des années pour savoir ça. Bien sûr. Faut-il vacciner femmes enceintes et enfants? Alors, enfants, non dans l'immédiat. Il n'y a aucune raison de le faire. Je rappelle que les enfants sont moins souvent infectés. Quand ils sont infectés, ils font des formes moins graves. Les formes graves chez l'enfant existent, bien sûr, mais c'est exceptionnel. Alors, une des raisons, hein, ce n'est pas la seule, mais une des raisons, c'est que les enfants, et en particulier les petits, n'ont pas de récepteurs ou très peu de récepteurs sur leur tissu du virus. Et ils les acquièrent progressivement. À ce moment-là, ils peuvent devenir de plus en plus malades. Donc, dans l'immédiat, non. Mais bien sûr, il faudra les vacciner un jour, dans la mesure où, quand on va avoir vacciné la totalité de la population, il ne faut pas qu'il y ait un réservoir possible dans une autre catégorie qui serait à ce moment-là les enfants, parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Mais on n'en est pas là. D'accord. Et pardon, je n'ai pas répondu pour les femmes enceintes. Moi, je me fie à ce que font les Américains. Avec qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que il y a quelques papiers qui disent quand même qu'il y a un risque de forme grave chez les femmes enceintes.
et qu'il y a des résultats, qu'il y a des effets sur le fœtus, je rappelle que il y a une indication de vacciner contre la grippe toutes les femmes enceintes, quel que soit le trimestre, pour les mêmes raisons. D'accord. Si l'AstraZeneca n'est pas réautorisé, que proposer à nos patients ayant déjà eu une dose? Alors ça, c'est une très bonne question. Encore une fois, je n'ai pas de quoi répondre scientifiquement. Encore une fois, si on reprend le mécanisme par lequel on va faire des anticorps, tous les vaccins utilisent la même protéine, enfin aboutissent à la synthèse de la même protéine qui est la protéine S. Donc, à mon avis, il faudra à ce moment-là utiliser un des vaccins disponibles, parce que la deuxième question sera, et pour l'instant, je suis sûr qu'on ne fera pas d'erreur si on utilisait, par exemple, un des vaccins ARN messager, et vraisemblablement, enfin, et même chose si on utilise le Janssen. Avec le Janssen, on dirait que simplement une seule dose est suffisante. Alors que je ne peux pas vous le jurer avec un vaccin ARN messager, même s'il suit un vaccin AstraZeneca. C'est très clair, merci beaucoup. Autre question, comment expliquez-vous la différence d'efficacité de l'AstraZeneca entre l'essai de phase 3 et l'étude entre guillemets vraie vie? Oh, ça me pose pas de problème. Dans la vraie vie, vous regardez population vaccinée, non vaccinée, hein. Donc, il y a une multitude de facteurs qui peuvent intervenir. Plus vous allez augmenter la couverture vaccinale dans une population, compte tenu de ce qu'on sait, plus on va être efficace, ça c'est sûr. Alors, en cas d'allergie à la pénicilline, y a-t-il un vaccin à privilégier? À ma connaissance, aucun des vaccins ne contient de la pénicilline, mais on a regardé, hein, donc il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de problème. Ils doivent être vaccinés comme les autres. Et pas de choix de vaccin particulier. Pas de chose. Très bien. Autre question, peut-on vacciner quelqu'un qui a déjà fait la Covid? Alors ça, je croyais avoir répondu, mais il y a une recommandation très claire de la HAS là-dessus. Oui, on peut vacciner d'abord, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on n'a pas intérêt à vacciner tôt, parce qu'ils ont des taux d'anticorps, et on sait que quand ils ont la Covid, d'une manière générale, ils ont des taux d'anticorps qui durent 3 à 6 mois. Donc la recommandation de la HAS, c'est de vacciner, mais plutôt vers 6 mois, à partir de 3 mois et plutôt vers 6 mois, et de ne faire qu'une seule dose chez les sujets qui ont fait la Covid, pour deux raisons. D'une part, parce qu'on n'en a pas besoin, et d'autre part, parce que la tolérance de la deuxième dose est moins bonne que la première. Alors, une exception à ça, c'est précisément chez les immunodéprimés, hein, puisque là, on fera 2 doses, quoi qu'il arrive. Alors, j'en profite pour dire, l'immunodépression n'est pas une contre-indication à la vaccination, au contraire, c'est une indication, hein. Il ne s'agit pas d'un virus vivant, il s'agit d'une protéine. Donc, le seul risque quand on vaccine les immunodéprimés, c'est d'être moins efficace parce que moins de production d'anticorps, c'est tout. Très bien. Quel est votre point de vue sur les effets indésirables et en particulier la thrombose sur l'AstraZeneca? Je l'ai donné tout à l'heure. Pour l'instant, ce que je connais des statistiques me fait dire qu'il n'y a pas d'alerte.
Si les Anglais ont 34 cas sur 9 millions de vaccinés et que l'incidence est de 100 à 200 pour 100 000, on est nettement au-dessous de la population générale. Maintenant, si dans les cas, alors d'abord, j'aimerais bien qu'il clarifie, parce que ça, je ne l'ai pas vu dans ce qu'on connaît jusqu'ici, la thrombose et l'embolie pulmonaire, ce n'est pas tout à fait la même chose et la même gravité. Et d'autre part, dans les cas qu'ils ont observés, y avait-il des spécificités? Si oui, à mon avis, ce sur quoi ça pourrait déboucher au pire, c'est pour telle catégorie de personnes ayant, par exemple, ce type de trouble de la coagulation, il ne faut pas utiliser AstraZeneca. C'est à peu près tout ce qui peut se passer. Voilà mon avis. Et à partir de là, mais évidemment, on va attendre que les autorités aient décidé, puisque eux ont les données pour prendre la décision. À partir de là, il faut utiliser ce vaccin comme les autres. Très bien. Donc, vous avez dit une dose si le PCR est positif, mais est-ce valable si le PCR est négatif ou pas fait, mais si cependant la sérologie est positive? Ben, si la sérologie est positive, c'est qu'on a fait le Covid, donc on est considéré comme vacciné et on compte, on est considéré comme avoir été infecté, bien sûr, et on compte 3 mois à partir de la date de la sérologie. D'accord. Pouvez-vous, donc vous avez évoqué le vaccin sur les femmes enceintes, pouvez-vous nous rappeler avec quel vaccin il faudrait privilégier la vaccination justement sur une femme enceinte? Donc, ce que je peux dire, c'est que, sauf dans le vaccin Janssen, qui n'est pas encore arrivé chez nous, hein, le vaccin Janssen a vacciné des femmes enceintes. Bon, il y a déjà une expérience. Mais pour les autres, c'est-à-dire Moderna et Pfizer, il y avait eu, comme il y a toujours quand vous faites des essais vaccinaux, vous vaccinez puis vous ne savez pas que la femme est enceinte. Ça peut être au tout début. Bon. Et il y avait eu, alors si je ne dis pas de bêtises, 23 femmes enceintes dans un groupe, alors sur 19 000 personnes hein, vaccinées. Et donc par Pfizer et 13 cas dans l'autre, il n'y avait pas eu de problème de vaccin. Il n'y avait pas eu de problème, pas d'effet indésirable du vaccin chez les femmes. Et chez les bébés, c'était trop tôt, évidemment, pour dire. Par ailleurs, maintenant, on sait qu'il y a un risque d'aggravation enfin, il y a un risque de faire une forme plus grave. Encore une fois, quand on compare la femme enceinte et la même femme non enceinte, et que à l'heure actuelle, la recommandation serait plutôt de vacciner. Ce n'est pas, là encore, c'est pas un virus vivant. Hein. C'est soit de l'ARN messager, soit un virus qui ne réplique pas. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a encore le temps de prendre une ou deux dernières questions. Si il y en a. Donc, une personne qui demande s'il n'y a pas de souci à vacciner un vaccin à ARN messager si on a déjà reçu une dose d'AstraZeneca, il n'y aura pas d'effet secondaire plus important. Je ne sais pas, je n'ai pas fait l'étude, personne n'a fait l'étude. Ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas signalé, parce qu'on n'a pas vu encore, hein, mais à mon avis, s'il y a ça, le risque avant tout, c'est d'avoir une augmentation des effets secondaires locaux. Mais vous avez vu aussi que pour le même vaccin, quand vous comparez d'une manière générale, en tout cas c'est vrai pour les deux vaccins à ARN messager, que la deuxième injection est plutôt moins bien tolérée que la première. Bien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, non, il semble que vous ayez répondu à toutes les interrogations de nos participants. Donc, j'ai parlé trop vite. Ne pensez-vous pas que l'efficacité de l'AstraZeneca en phase 3 soit plus faible à cause de la présence de variants sur les pays testés? Euh,
il y a on peut répondre de façon certaine oui, si on a testé l'AstraZeneca avec le variant sud-africain. Parce qu'on sait que l'AstraZeneca, enfin, la seule chose que je connais sur l'efficacité de l'AstraZeneca sur le variant africain, c'est 22%. Donc, si il y a plus de ce variant, effectivement, un, il faut essayer de ne pas l'utiliser, mais deux, ça peut expliquer des plus mauvais résultats, oui. Alors, une remarque d'une consoeur. Désir de grossesse et vaccination, est-ce la même chose que pour les femmes enceintes? Donc, cette personne imagine que probablement, mais qu'il n'y a pas d'études. Bah, je veux dire oui, la même chose, à ceci près que, enfin bon, oui, enfin, un désir de grossesse, il faut pas l'empêcher non plus. On empêche déjà tellement de choses, les gens, on va c'est tout à fait respectable. J'ai aucun élément, pour dire, qu'il y a rien sur le produit, conceptionnel. Je vais juste faire une petite, remarque, c'est que, les vaccins ARN messagers, sont mieux tolérés en ce qui concerne la fièvre et les signes généraux et que, c'est mieux pendant la conception et tout au début, c'est mieux de ne pas avoir la grippe, par exemple, et pas avoir une virose avec des signes comme ça. Donc moi, dans ce cas-là, j'utiliserais plutôt un vaccin ARN messager si je peux. D'accord. Bon, eh bien, cette fois, c'était notre dernière question. Donc, un grand merci, professeur, d'avoir pris le temps de revenir sur tous ces éléments, d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Éventuellement, on pourra en reposer plus tard. Donc, je rappelle à nos participants que le professeur Bonelus animera une formation en 2 parties les 11 et 18 mai prochains, qui seront également accessibles en ligne. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le site internet qui est affiché en ce moment. Donc, merci, professeur. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir, d'avoir posé vos questions. Nous espérons que ce webinaire vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page LinkedIn. Nous annonçons régulièrement de nouveaux webinaires de ce type. Très bien. Voilà, donc un grand Merci merci. et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée et à très bientôt.